Donc est toujours avec nous, le directeur général de Life4C, et j'accueille dans un instant Laurent Debord qui va faire son entrée dans ce studio des Échos. Donc c'est le directeur du pôle action fonds au département gestion des placements de la direction des gestions d'actifs, donc à la Caisse des dépôts. En attendant que Laurent arrive, s'installe à côté de vous, Benoît, j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Justement, tiens, quelles sont les pratiques des sociétés de gestion en matière de politique climatique? Alors peut-être pour le dire à grosse maille, on a déjà commencé un petit peu à brosser le sujet finalement sur les stratégies. Alors moi j'aime bien classer les stratégies en deux grandes familles. Alors pour vous faire croire que j'ai des lettres, je vais utiliser l'impératif kantien et puis le reste. Tiens donc. Oui, voilà. Hein Voilà, c'est... Voilà, discussion au coin du feu. Discussion au coin du feu. Mon cher Benoît, ouais. allez-y. Alors en gros, pour moi il y a les stratégies, disons, alignement, pour faire très simple. Donc là, en gros, ce qu'on cherche à faire, c'est à s'aligner sur un scénario qu'on estime crédible, je l'espère, type 2 degrés, 1 degré 5, etc. Et puis on va sélectionner des titres qui s'alignent sur ce scénario, c'est-à-dire qu'on va les conserver en portefeuille tant qu'ils sont alignés sur ce scénario. On va peut-être s'appuyer sur un bilan carbone, sur une mesure de l'empreinte carbone, et puis on va y adjoindre des indicateurs, comme on dit, forward-looking, c'est-à-dire qui donnent plutôt une image de ce que sera l'entreprise demain, après-demain, etc. Et donc on va chercher à avoir un portefeuille qui soit aligné sur une trajectoire déterminée. Donc ça, c'est bien, c'est bien, ça permet de faire sa part quand on est un investisseur ou une société de gestion, mais on peut se questionner quand même sur l'impact de ce type de stratégie. C'est intéressant, c'est utile, ça fait partie des outils, mais on peut s'interroger sur l'impact sur l'économie réelle. Et quand je disais impératif kantien, en fait, c'est pas des choses qui sont généralisables. C'est-à-dire que si tout le monde le fait en même temps, tout le monde ne pourra pas être aligné sur la trajectoire, si tout le monde choisit la même trajectoire, parce qu'il n'y a pas forcément l'offre. Et on peut penser au désinvestissement par ailleurs. Si tout le monde désinvestit, en fait, ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus personne à qui vendre. Ou alors ça veut dire que la valeur des titres s'effondre d'un coup, etc. Donc ça, c'est ce que j'appellerais des stratégies non kantiennes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Elles sont utiles. Elles permettent notamment aux investisseurs et aux asset managers de faire leur part sans rentrer dans des logiques d'impact. Et puis à l'autre bout du spectre, il y a les logiques, alors, qui pour le coup sont parfaitement kantiennes, du type engagement et autres. Moi, j'aime bien le terme aussi de retournement. C'est-à-dire que finalement, on prend un actif et on le travaille. On le prend à bras-le-corps, on s'engage avec lui. Et quelque part, il y a un côté paradoxal. On est obligé, pour faire de l'engagement, de garder des valeurs carbonées dans son portefeuille, des valeurs qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément alignées, mais qu'on espère pouvoir aligner. En fait, on transforme l'économie réelle. Alors, l'inconvénient, c'est que on peut avoir un bilan carbone qui est très élevé quand on fait de l'engagement ou du retournement. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on ne travaille pas dans le bon sens. Voilà, donc on a un bilan carbone qui peut être élevé, on n'est pas aligné, mais en même temps on a de l'impact sur l'économie réelle. Qu'est-ce qu'elles doivent dire, qu'est-ce qu'elles doivent montrer, ces sociétés de gestion, pour attirer? Est-ce qu'il faut montrer davantage de transparence? Est-ce qu'il faut améliorer l'offre? Est-ce qu'il faut offrir la preuve de sa qualité? Faut séduire quand même, malgré tout, hein. Là, ça serait plutôt, j'imagine, à Laurent d'y répondre. J'ai encore plein de questions à lui poser. Bonjour Laurent Debord, comment ça va? Soyez le bienvenu ici dans ce studio des Échos. Allez-y. J'imagine ce qui peut être intéressant pour une société de gestion, c'est d'avoir une offre justement qui prenne en compte, qui comprenne, disons, l'ensemble des stratégies possibles, et puis ensuite qui donne des outils pour essayer soit de s'aligner, soit de faire de l'engagement, qui permettent finalement soit de faire le job à court terme sans forcément avoir un impact sur l'économie réelle, mais qui permettent quand même de s'aligner, et puis de transformer l'économie réelle le cas échéant. Alors, on l'a compris, donc les méthodes de prise en compte du changement climatique dans la gestion d'actifs, peut-être, peuvent être harmonisées, peut-être un peu plus perfectionnées, on va le voir. Là, c'est la raison pour laquelle la Caisse des dépôts s'est unie à 12 investisseurs dans des fonds Objectif Climat. Et là, je vais vous entendre, Laurent Debord, je le disais, vous êtes directeur du pôle action fonds au département gestion des placements de la direction des gestions d'actifs, donc au groupe Caisse des dépôts. C'est quoi l'objectif de ces fonds climat? L'objectif de ces fonds climat, c'était de faire d'abord passer un message à l'ensemble des sociétés de gestion de la place de Paris, qui est celui de l'importance que revêt aux yeux des investisseurs institutionnels la lutte contre le réchauffement climatique. C'était ça notre premier objectif. Deuxième objectif, c'était de dialoguer avec elles pour essayer d'identifier les meilleures méthodes pour justement mettre en œuvre les meilleures méthodes de construction de portefeuille alignées avec le réchauffement climatique. On a évoqué tout à l'heure, et Olivier le disait,
que dans la façon de comptabiliser, par exemple, l'empreinte carbone du portefeuille, des questions techniques demeurent. Est-ce qu'on considère les émissions directes d'une entreprise ou est-ce qu'on doit considérer également les émissions indirectes, ce qu'on appelle le scope 3? Et si on le fait, comment éviter les doubles comptages? Est-ce que cette question de l'empreinte carbone résume à elle seule, finalement, la vision d'un portefeuille et le caractère finalement plus ou moins aligné du portefeuille, plus ou moins durable? La température du portefeuille peut se résumer à ce seul indicateur d'empreinte carbone. Ça, c'est des questions qui aujourd'hui n'ont pas une réponse totalement consensuelle et sur laquelle on était aussi désireux, tous investisseurs institutionnels, de recueillir l'avis des sociétés de gestion et puis, plus qu'un avis, de mettre en œuvre ensuite ce qui nous apparaîtrait comme les meilleures pratiques concrètement dans une véritable gestion d'actifs. Du coup, on avait pris l'initiative de réunir à la Caisse des dépôts un certain nombre de grands investisseurs institutionnels de la place de Paris. Avec eux, on a effectivement à la recherche de la meilleure action qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de faire progresser cette prise en compte du réchauffement climatique ou de la lutte contre le réchauffement climatique dans les portefeuilles. On en est arrivé à l'idée que c'était en se tournant vers les sociétés de gestion qu'on aurait le plus d'écho. Et comment vous avez sélectionné ces sociétés de gestion? Ça a été quoi la méthodologie? La méthode, c'était, on est parti sur des questionnaires qui existent chaque fois un investisseur institutionnel cherche à recruter en quelque sorte une société de gestion pour lui confier de l'argent. Eh bien, on peut s'appuyer sur des questionnaires de place. Et donc là, avec un groupe de travail constitué de la douzaine d'investisseurs institutionnels que nous étions, on a fabriqué des variations de ces questionnaires qui prennent en compte spécifiquement le réchauffement climatique en posant des questions assez précises sur les process de gestion qui seraient mis en œuvre par les sociétés, la façon dont justement ils allaient mesurer l'empreinte carbone, l'importance qu'ils accordaient à une part plutôt verte ou brune dans les portefeuilles et notamment quelle notion d'éventuelle de température de portefeuille ils pouvaient mettre en œuvre. Et à côté de ça, on avait aussi indiqué dans notre caisse, qui est une sorte de cahier des charges, des exigences assez précises, parce que on peut imaginer, comme on l'évoquait tout à l'heure, de finalement construire un portefeuille qui serait uniquement spécialisé sur, disons, les éoliennes, qui effectivement agit en faveur du réchauffement climatique, mais qu'il est difficile d'imaginer de généraliser à l'ensemble des portefeuilles d'actifs, de l'ensemble des investisseurs institutionnels de la place de Paris et du monde. Donc une question importante, c'est, quand on se pose cette question de construire un portefeuille, si on veut quelque chose qui soit généralisable, qui ne soit pas une poche verte dans un portefeuille, mais qui prenne bien en compte l'ensemble des financements, sur le reste, ouais, de poser la question, trouvez-moi un portefeuille qui soit généralisable au sens où il puisse finalement représenter le financement d'une économie soutenable dans le long terme, de l'ensemble des activités de cette économie soutenable dans le long terme. Que ça soit représentatif et que ça touche encore une fois à l'économie réelle. Voilà, on revient toujours là-dessus, ce point sur lequel insistait largement Benoît tout à l'heure. Allez-y, pardonnez-moi. Absolument, mais je vous en prie. Et absolument. Alors du coup, on a lancé cet appel d'offres. Je crois qu'on a au moins réussi à atteindre cet objectif de mobilisation de la place de Paris, puisqu'on a eu de très nombreuses réponses. 45 réponses émanant de 35 sociétés, au-delà de la place de Paris, d'ailleurs, d'Europe et du monde. Souvent de très grande qualité et très fouillées. Ça représentait un travail considérable de dépouillement. On s'est assuré la collaboration d'experts aussi sur ce sujet pour nous conseiller, de professeurs, Madame la professeure Guy Varche de l'École des Ponts et Madame la professeure Créti de Paris-Dauphine. De Dauphine, oui, aussi. Voilà, en même temps que Michel Cardona de l'Institut I4C, oui. Et qui nous ont aidés à apprécier la qualité de ces réponses. Et ça nous a permis effectivement de sélectionner les meilleurs. Et je dirais un autre élément, probablement un autre élément qui nous avait motivés, j'y reviens, mais qui nous avait motivés au départ, c'est que finalement pour donner un succès à des politiques qui soit sont de désinvestissement, soit de moindre investissement dans tel ou tel secteur, il faut, c'est ce que je comprends de ce que tu disais, qu'elles soient en quelque sorte que tout le monde les pratique en même temps. Et l'efficacité qu'il y aura des investissements, elle est grande si de nombreux acteurs le réalisent en même temps. Ça va effectivement faire baisser les cours, ça va augmenter le coût de financement de l'entreprise. Il n'y aura pas un impact immédiat, mais il y aura un impact au second temps, puisque ça veut dire que les nouvelles émissions d'actions de l'entreprise, les nouveaux financements seront plus difficiles, et donc ça va renchérir le coût de projets non verts, le coût des projets bruns, en même temps qu'on abaissera le coût des projets verts, et donc on va réussir à flécher de l'argent, grâce à des investissements, vers des projets verts. Donc c'est important pour que ce soit efficace, qu'on le fasse vraiment. Il ne suffit pas effectivement de répondre à l'impératif kantien, faisons
C'est pas de l'incantation, bien sûr. Faisons ce qu'il faudrait que tout le monde fasse. Il faut aussi s'assurer que les autres le font. Oui, c'est ça. Donc, comment vous allez suivre ces projets? Tiens, vous nous avez pas dit, ça pèse combien ces fonds objectifs climat? Ça fait 600 millions qu'on a réuni entre investisseurs. On a engagé 600 millions. C'est une somme qui est évidemment considérable, qui a été suffisante manifestement. Et dont Caisse des dépôts, c'est quoi? 90 pas tout à fait 100. Oui, 90, d'accord. Et donc suffisant pour mobiliser l'intérêt des investisseurs, ça on l'a vu. Mais évidemment, c'est une part de nos actifs, une part proportionnellement faible de nos actifs. Mais l'idée, c'est d'avoir un terrain d'expérimentation sur ces fonds pendant peut-être 3 ans, et à l'issue desquels on va tirer les meilleures pratiques avec l'idée de les généraliser très largement dans nos portefeuilles. Il y a déjà des premiers investissements qui ont été réalisés, que vous allez suivre C'est le mois prochain, en fait, que les fonds sont lancés. Oui, que vous allez suivre, évidemment. Et est-ce qu'ils peuvent contribuer, quelque part, à la relance? On se pose toujours la question, économie durable, vecteur de relance, ou le contraire, comment cette relance, justement, va accélérer cette économie durable? Clairement, est-ce qu'on peut dire, alors, malheureusement, c'était le bon timing, cette crise sanitaire? Alors, non, mais jusque-là, mais... non, mais évidemment... Je n'irai pas jusque-là, et de fait, tout le monde a compris que je ne suis pas cynique, mais quelque part, voilà, c'est un accélérateur, cette crise. Voilà, heureusement ou malheureusement. Alors, on avait, honnêtement, la mobilisation des investisseurs était très grande, indépendamment de la crise. On a lancé ça avant la crise sanitaire, et ça a eu un succès qui était indépendant de la crise. Ce qu'on peut dire, c'est que je pense que le timing des investissements qu'on va réaliser, effectivement, on va se trouver plutôt dans un bas de cycle, à un moment où le marché a particulièrement besoin, et derrière les entreprises ont particulièrement besoin de financement. Donc ça tombe bien, si j'ose dire. Notre idée tombe bien par rapport à la réalité de la crise et non l'inverse, bien entendu. Et puis, quand on dit ça, hein. Et puis l'idée aussi, c'est que dans la relance, on a bien vu que l'objet de la relance, c'est finalement la crise, c'est aussi un temps de réflexion pour se demander où on a envie d'investir. Ben, évidemment, que le fait que conjoncturellement, le moment où on investit rejoigne d'une certaine façon stratégiquement les bonnes orientations pour les investissements, ça, on peut bien sûr que s'en réjouir. Oui. Vous voulez me dire un petit mot, Benoît? Non, c'est bon. Comment ça s'articule avec les objectifs de l'accord de Paris, là, ces fameux 2 degrés, tout ce que vient de nous dire Laurent Debord? Très bien. Enfin, Laurent l'a dit, c'est un terrain d'expérimentation aussi pour la Caisse des dépôts. Enfin, moi, c'est forcément le genre d'initiative que je vois arriver d'un bon œil. Et du reste, Michel Cardona a participé à aider, disons, la Caisse des dépôts à sélectionner les gestionnaires. Donc c'est le genre de choses qu'il faudrait généraliser, expérimenter, voir ensuite quelles leçons on peut en tirer, et puis généraliser, si possible, dans l'ensemble de la gestion d'actifs. Bon, c'était très clair. Je vous remercie, Laurent Debord. Merci beaucoup d'être venu dans cette matinale spéciale digitale consacrée à la finance verte, donc avec la Caisse des dépôts dans ce studio donc des Échos. Donc on continue. Je regardais donc il y a quelques instants donc les questions donc que vous nous posez. Au revoir Laurent Debord. Merci, bonne journée. On va faire rentrer une autre. Oh oui, déjà beaucoup de joueurs. Françoise, Alexandra, Michel également qui sont prêts à nous poser leurs questions. Voilà, je vous donnerai ces questions dans un instant. On a encore plein de choses à se dire. On va rentrer dans le concret, là, justement. Cet engagement dont on parle depuis presque 1 heure maintenant, c'est bien. Ça passe très très vite. Elle montre déjà ses résultats. Et vous allez voir, ce n'est pas uniquement un vœu pieux. À tout de suite.